On a une présentation assez simple sur les objets. Demain, on aura une présentation sur Piwi et puis après, on aura une présentation, une revue de code, mercredi. Je te laisse parler. Ça marche, merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde. Alors désolé du petit retard parce que j'ai modifié quelque chose pour pas grignoter un peu sur la présentation de mes collègues par la suite. Donc moi là aujourd'hui je vais vous parler de la projet, comme a dit monsieur Boisbourdin. Donc je vais parler très brièvement, hein, de l'orientation pour pouvoir créer un ORM. Alors, donc d'abord on va voir brièvement ce que c'est que la programmation orientée objet. Ensuite, oui, pas top. Donc en première partie, on verra ce que c'est que l'orientation objet. Deuxième partie, on verra un petit peu le fonctionnement d'un ORM. Et en troisième partie, on verra comment utiliser l'orienté objet dans le cadre d'un ORM. Donc alors, il existe trois types alors le terme exact, hein, un grand merci à Joseph qui c'était. Il existe trois types de paradigmes. Donc c'est des modèles, hein. Euh, alors il y a l'impérative en anglais, tout simplement de haut en bas, comme on programme généralement, fonctionnel, des modules, des fonctions, et l'orienté objet. Donc là, on va parler du troisième cas. Alors, ça existe depuis les années 70. Euh, et, donc, alors, la définition, alors, je vous ai pris la définition de Carnot, qui dit que donc, ça met en relation des avec un langage spécifique, et ça permet à ces objets-là de communiquer. Donc, on déterminera par la suite ce que ça veut dire un objet en programmation. Donc, alors, le langage C++, hein, a standardisé ce type de programmation en 10, et des langages comme Java ou Python ou même C# utilisent ce qu'on appelle le tout objet. Donc par exemple, hein, même le programme principal est une classe, comme vous pouvez le voir ici dans Java. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet? Donc un objet, merci Wikipédia, représente un concept, une entité du monde physique, comme une voiture, une personne, ou page d'un livre, etc. Il possède une structure interne et un comportement, et il sait interagir avec ses pairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par exemple, là, du coup, page aussi, on va pouvoir étudier, hein, du vocabulaire utile pour la programmation orientée objet. Alors, par exemple, quand on crée une classe, on crée une sorte de moule à objets, qui nous permettra de créer des objets par la suite. Alors, ce qu'on appelle des attributs, ça sera les caractéristiques de l'objet. Donc là, par exemple, je vous ai pris un petit moule à gâteau. Donc on attribue, par exemple, il y aura la masse, qu'on fabriquera, et la valeur énergétique. Et la méthode, parce qu'en fait, les programmations par une fonction, hein, une fonction justement pour cette classe, là, par exemple, ça peut être l'action d'être mangé. Auquel cas, par exemple, on enlèvera la masse de l'objet. Une instance, c'est justement l'objet qu'on aura créé à partir. Donc si la classe, ça représentait un parent, l'instance, ça serait l'enfant. Donc, par exemple, on pourrait créer une instance moule, là, du moule à gâteau. On pourrait dire en nom, c'est un bavaroise, 500, 500, 500 grammes, et valeur énergétique 527 kilogrammes. Alors, donc comment ça se passe quand on crée des classes? Là, je vous ai pris un petit exemple avec des planètes. Alors par exemple, on aura une classe astre, donc qui aurait ses propres attributs, nom, position, gravité, etc. Une méthode, par exemple, le fait d'attirer les objets. Et de ça, on pourrait créer plusieurs instances. Par exemple, 2 instances principales, les étoiles et planètes. Bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, astéroïdes, et cetera, mais donc par exemple, la classe étoile héritera des attributs de la classe astre. Donc comme on peut le voir ici, donc voilà, elle hérite des astres, donc c'est-à-dire elle aura un nom, et cetera.
mais en plus, elle aura des attributs qui lui sont propres, comme la chaleur émise, luminosité, etc. Et pour les méthodes, c'est pareil. L'avantage avec ce type de programmation, c'est que l'instance, donc là, ici, en l'occurrence, c'est quand même une classe parce qu'on recrée, on recrée une classe, elle hérite des méthodes aussi des, des classes, dont en gros, un enfant hérite des parents. Bon, pour les planètes, c'est je ne veux pas tout vous détailler, mais c'est pareil, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas obligé de réécrire réécrire plusieurs fois la même chose, hein. Par exemple, pour une planète, voilà, théorique comme la Terre, on n'est pas obligé de dire, par exemple, nom, position, et cetera, tout définir parce qu'elle a hérité de la classe, As. Alors en Python, comment ça se passe? Bah, ça ressemble un petit peu à la classe, et par convention, on mettra le nom de la classe, la première lettre de la classe en majuscule. Ensuite, on ouvre les parenthèses et on met les 2 petits points. Alors là, ce qu'on fait, c'est en fait, on crée des attributs. Si vous vous rappelez, hein, l'exemple des petits gâteaux, les attributs, c'est les caractéristiques. Donc là, c'est des variables. Et le self, là, on fait allusion, en fait, aux enfants donc aux instances. Donc là, les attributs, un nom, et cetera. Et là, on utilise, en fait, c'est propre à Python, on utilise un constructeur. Donc là, c'est formé en utilisant d'underscore, init et encore underscore. On peut appeler, dunder aussi. Donc là, on crée une méthode, par exemple, afficher la gravité par rapport à celle de la Terre. Donc pour ça, en entrée, par exemple, on prend l'attribut gravité, donc on prendra la valeur et on divisera par, 9, qui correspond à la gravité de la Terre. Et donc ça dira combien de fois, par exemple, qu'il y a plus d'attraction que sur Terre, surface, bien sûr. Donc là, pour la classe étoile, comme on a vu tout à l'heure, hein, dedans, bah là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout réécrire. On peut mettre, astre.init. Ça veut dire, là, c'est les attributs que la classe a hérité de son parent. Donc c'est pour ça qu'on met astre entre parenthèses. Et ce qu'on met là, en fait, c'est les attributs qui sont propres à cette classe. Donc là, ici, c'est le nombre de planètes autour. Et là ici, ce que j'ai du coup, qui permet de déterminer la couleur de l'étoile en fonction de sa température, en Kelvin. Alors, donc pour créer une instance, alors on met, en fait, on va stocker une variable. Donc cette instance, donc l'instance ici soleil, donc le nom de l'objet qu'on a créé à partir du moule étoile, bah, pour faire ça, on fait soleil est égal à étoile et là, ensuite, en paramètres, on va renseigner, en fait, les attributs. Par exemple, le premier attribut, c'est nom. Le deuxième, c'est masse. Ensuite, volume, et cetera, et cetera. Donc là, avec un print, par exemple, on fait appel à la méthode, du coup, la méthode d'Astre qui permet de déterminer, combien de fois, heu voilà, cet objet est plus lourd que plus lourd, combien de fois la gravité de cet objet est plus importante du Soleil de la Terre, pardon. Là, ici, en l'occurrence, c'est 27, quasiment 28. Et puis là, c'est pareil, là, la fonction, la méthode du coup de Soleil, pas de Soleil, la méthode de la classe étoile, qui permettait de déterminer la couleur en fonction de la température, bah, là, nous a donc pour info, hein, 0 Kelvin, 73,15°. Alors on va très, très rapidement parler de le relationnel que mes collègues m'ont cette semaine. En gros, d'ailleurs, je vais passer cette page-là. Ça permet tout simplement, en créant une classe, de faire le lien, en fait, entre
programme Python et la base de données. Voilà, sans coder du SQL. Je ne rentre pas trop dans le détail. Donc de l'orienter à l'ORM. Alors là, on va appliquer voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pareil, je ne rentre pas non plus dans le détail. Mais par exemple, pour utiliser un ORM, on a besoin de créer des classes, comme on a vu. Donc, il faut suivre une structure particulière. Je ne m'éternise pas dessus. Ce que je vais juste dire, c'est que le nom de la classe, en fait, correspond à la table. Voilà, les attributs correspondront à des colonnes et les instances, donc les enfants, hein, correspondront à des lignes. Donc là, on crée des instances, donc qui correspondra à une ligne, par exemple soleil. Soleil ou terre. Et puis, c'est pareil, on renseigne hein, voilà, ça, c'est le nom de l'attribut de la classe. Et là, c'est la valeur, hein, du coup, propre à l'instance, propre à l'enfant. Et ensuite, c'est pareil, on peut utiliser certaines méthodes pour des requêtes SQL. Là, par exemple, via une boucle for, on peut nommer tous les noms des objets à la base de données. Voilà, vu que ça a été fait avec Jupyter, ça marche pas, mais en temps normal, voilà, si vous faites un print, ça va vous afficher soleil et là pour ces variables-là. Donc, conclusion, est-ce qu'il faut utiliser la programmation orientée? On va voir déjà en avantage. Alors, c'est pas exhaustif, hein, je vais citer quelques-uns. C'est plus facile à maintenir. Les classes sont souvent réutilisables et ça permet un développement parallèle. C'est-à-dire que chacun peut travailler pour développer sa propre classe, voilà, sans qu'il y ait de conflit avec peut-être d'être efficace de programmer, de coder de manière optimale au niveau du temps. En inconvénient, alors dans certaines situations, ça peut pas être adapté. Alors, au vu de ma faible expérience, je peux pas trop, mais dans certains cas, ouais, si on n'a pas besoin de classe, ça prendra plus de temps à déterminer tout ça, alors que la programmation fonctionnelle pourrait faire l'affaire. Et ça peut causer aussi quelques difficultés d'apprentissage. Par exemple, vous avez quelques par exemple dans Python, le constructeur qu'on a vu là, il y a d'autres choses comme ça, voilà, qu'il faut apprendre avant de pouvoir utiliser. Donc conclusion, objet ou pas objet, ça dépendra de votre projet, ce que vous voulez faire, de votre équipe et du client. Voilà, merci à vous. Merci Jean-Baptiste. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Donc, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'on a un volontaire pour faire une petite classe dans un notebook? Quelqu'un qui ne sait pas faire un objet, qui voudrait le faire pour la première fois? Un notebook? On a un désert. Bien entendu. S'il n'y a pas de volontaire, je désigne. Ouais, quelqu'un qui prend un notebook en partage d'écran et puis on va s'amuser tous à faire un petit exercice à la main, mais il faut que celui qui code ne sache pas ce que c'est qu'un objet pour le moment. Qui veut faire ça? Léa, tu veux faire ça? Tu sais ce que c'est qu'un objet, Léa? Moi, ça va pas être le souci de ça, ça va être j'arrive pas à ouvrir Jupyter sur mon ordi. Aïe! Je suis désolée. Comment ça, t'arrives pas à ouvrir Jupyter? En fait, quand je vais dans Anaconda et que j'essaie de l'ouvrir, j'ai rien qui se passe, genre littéralement.
de chargement en bas à droite? Bah ça charge, mais Redémarre après il m'ouvre rien. Redémarre Anaconda. Ce que j'ai fait 2-3 fois. Genre, Je suis en train de le redémarrer. T'as pas un spider ou quelque chose qui tourne? Moi, si j'ai un autre truc d'Anaconda ouvert en même temps, je peux pas. Je suis obligé de quitter Spider, redémarrer Anaconda et lancer. C'est quitter. Bon, à qui on pourrait demander ça? Est-ce que Reda, tu as un notebook qui serait capable de fonctionner? Normalement, oui. Tu veux bien faire l'exercice? Bien sûr. On va essayer de... Donc on va faire un objet. On va faire l'objet sous la supervision de Jean-Baptiste. Bon, d'accord. Ok? Ça marche. Enfin, sous la supervision de Jean-Baptiste, mais d'abord sous la supervision de tous ceux qui savent pas faire une classe. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme classe? Vous avez une idée? On pourrait reprendre l'exemple sur le système solaire, mais on pourrait faire autre chose. Ah, y a Ça dépend en fait, ça dépend de Pardon. l'objectif. J'ai pas trop d'idées. C'est vraiment. Joseph, Ouais, Joseph. Joseph qui proposait que les animaux, non, par exemple avec je sais pas, les Ouais, ok. mammifères, les hommes, n'importe quoi. Ok, ben on n'a qu'à faire ça, c'est une bonne idée. Donc on dit voilà, on va